À l'ouest de la Chine se dresse l'Himalaya, le toit du monde. Un véritable sanctuaire qui abrite des animaux adaptés à la très haute altitude. La collision des continents a donné naissance à ces montagnes majestueuses où chaque être vivant doit se battre pour survivre. Car cet environnement est l'un des plus hostiles du globe. Le froid, la chaleur, l'aridité, l'humidité, le manque d'oxygène et le rayonnement solaire. Ici, tout est extrême. Seuls d'étranges animaux parviennent à vivre aussi haut. Une Chine sauvage et peu connue offre des paysages à couper le souffle. Les sommets de l'Himalaya à l'ouest, le désert de Gobi au nord, les vastes prairies du plateau tibétain, et les forêts de conifères. Cette aire de très haute altitude compte parmi les plus isolées et les mieux préservées de notre planète. Mais si la nature est belle, elle n'en est pas moins impitoyable. Du fait de la rigueur du climat, de la faible densité de l'air et de l'important rayonnement solaire, tous les animaux ont acquis des mécanismes de survie uniques au monde. Dans le sud de la Chine, en bordure du plateau tibétain, se dressent les mystérieux monts Hengduan. Leur forêt de conifères abrite l'une des créatures les plus singulières de la planète. Le rhinopithèque de Biette. C'est le seul singe au monde à pouvoir vivre jusqu'à 4500 mètres d'altitude. L'évolution a doté ces primates de caractéristiques exceptionnelles. Contrairement à leurs cousins des forêts tropicales, ils sont courts sur pattes et trapus, et ils ont une fourrure épaisse. Autant d'atouts qui permettent de réduire les pertes de chaleur lorsque le thermomètre affiche des températures négatives. D'après certains chercheurs, leur drôle de nez serait lui aussi une parade contre le froid. Étant complètement retroussé, il n'est pas exposé aux gelures. Par ailleurs, les rhinopithèques de Biette sont dotés d'un métabolisme qui compense très efficacement le faible apport d'oxygène. Lorsqu'ils ne bondissent pas d'un arbre à l'autre, ils se reposent pour économiser leur énergie. Les canines longues et acérées des mâles ne leur servent pas à déchiqueter les aliments, mais à s'entre-déchirer. Ce singe a déjà eu la lèvre fendue lors d'un précédent combat. Mais la vie de mâle dominant ne connaît pas de répit. Un rival a pénétré sur son territoire, prêt à en découdre.
Le prétendant au trône a perdu la bataille. Le singe blessé règne toujours en maître sur son territoire. Le rhinopithèque de Biette n'est pas le seul habitant étrange des forêts du sud de la Chine. Il partage son territoire avec l'ours le plus primitif et plus rare de la planète. Un véritable fossile vivant, le grand panda. Ces mammifères appartiennent à la même famille de carnivores que les grizzlies et les ours polaires. Mais ils ont évolué différemment. Ils sont devenus herbivores et s'alimentent presque uniquement de bambou. Cette plante ligneuse connaît une des croissances les plus rapides du règne végétal. Certaines espèces pouvant pousser d'1 mètre par jour. Mais elle est aussi une des moins digestes et nourrissantes qui soient. Drôle de régime pour un animal doté du système digestif d'un carnivore. Pour pouvoir se nourrir de bambou, le panda a acquis des caractéristiques uniques. Les muscles ultra puissants de ses mâchoires lui permettent de broyer les tiges. Ce sont ces mêmes muscles qui lui donnent sa tête ronde et ses grosses joues. Une couche de cornes résistantes tapisse son œsophage et son estomac est doté de parois épaisses qui le protègent des éclats pointus des tiges. Mais la modification anatomique la plus extraordinaire liée à ce régime est celle des membres antérieurs. Les scientifiques ont longtemps été intrigués par l'existence d'un 6e doigt appelé pouce. En réalité, ce n'est pas un pouce, mais un os du poignet qui a évolué pour permettre au panda d'agripper les tiges de bambou. Des études récentes ont révélé que la main de ce mammifère est encore plus étrange qu'on ne le pensait. En effet, elle est dotée non pas d'1, mais de 2 doigts supplémentaires. Un autre os du carpe s'est lui aussi adapté afin de remplir la même fonction. Lorsque le panda tient une tige de bambou dans sa main, ses 5 doigts originaux et ses 2 doigts supplémentaires se referment comme une pince, ce qui lui donne une grande dextérité. Cette adaptation morphologique des membres antérieurs est l'une des plus étonnantes du monde animal. Elle permet au grand panda de consommer plus de 20 kg de bambou par jour. Pourquoi cet ours s'est-il différencié de ses cousins pour devenir végétarien? Comment expliquer cette surprenante évolution? La réponse est à trouver dans le lointain passé de la Chine. Dans une grotte de calcaire du Guangxi, Jin Changzhu a découvert le crâne du plus vieil ancêtre du grand panda. Les ossements que nous avons découverts sont ceux d'un animal qui vivait il y a 2 millions d'années. Il était très différent des grands pandas actuels. Par exemple, son os maxillaire était bien plus long. Il y a plus de 2 millions d'années, l'ancêtre du grand panda vivait dans toute la Chine. Le grand panda pygmée, comme on l'a appelé, était 2 fois plus petit. Et même s'il s'alimentait de bambou, cette plante n'assurait pas encore sa survie. Dans les forêts primitives de Chine, les animaux se disputaient âprement la nourriture. Le professeur Jin Changzhu a découvert un 2e fossile tout aussi exceptionnel. La dent d'un géant qui avait également élu domicile dans cette grotte. Les forêts de Chine ont abrité à une époque le plus grand primate connu, le Gigantopithèque. D'après les scientifiques, ce singe mesurait plus de 3 mètres et pesait jusqu'à 500 kg, soit 3 fois plus qu'un gorille.
Ses mâchoires puissantes et ses dents plates laissent penser qu'il se nourrissait de plantes de toutes sortes, y compris de bambou. Par conséquent, il était en concurrence avec le grand panda pygmée pour la recherche de nourriture et l'espace vital. Voici une dent de gigantopithèque et une dent de grand panda pygmée. C'est la première fois qu'on les découvre dans un même site. Mais ces deux animaux, qui à une époque ont partagé la même grotte, ont connu des destins très différents. La dernière période glaciaire ayant en partie détruit la forêt primitive de Chine, la nourriture s'est faite plus rare et les primates géants ont eu de plus en plus de mal à assurer leur survie. Certains scientifiques pensent aussi qu'ils ont pu être chassés par les premiers hommes. Quoi qu'il en soit, le gigantopithèque a disparu de la surface de la Terre il y a quelques 100 000 ans. Le grand panda pygmée a quant à lui beaucoup mieux résisté aux changements de climat et au manque de nourriture. Une stratégie lui a en effet permis d'échapper au sort des singes géants. Alors que la surface boisée se réduisait, il est allé se réfugier dans les montagnes. Là, il est devenu beaucoup plus grand et s'est adapté de façon à pouvoir survivre en s'alimentant exclusivement de la seule plante encore abondante, le bambou. C'est cette ultra-spécialisation alimentaire qui l'a sauvé de l'extinction. L'Himalaya est la plus haute chaîne de montagnes du monde. Et bien qu'elle soit née il y a des dizaines de millions d'années, elle est aussi l'une des plus récentes. Le toit du monde s'est formé sous l'action de forces titanesques qui sont toujours à l'œuvre et continuent de le soulever d'1 centimètre par an. Par endroits, les soubresauts de l'écorce terrestre sont visibles en surface. De ces sources volcaniques jaillit de l'eau bouillante venue des profondeurs de la Terre. Un reptile a su tirer parti de cet environnement extrême. Voici un thermophis Beleyi. Il a élu domicile aux abords des sources d'eau chaude du plateau tibétain à plus de 4000 mètres. Il est le seul serpent au monde à pouvoir vivre à une telle altitude. Normalement, ces régions ne conviennent pas aux animaux à sang froid. Lorsque le mercure plonge en dessous de zéro, ils meurent en quelques heures ou s'engourdissent complètement. Sauf s'ils trouvent refuge auprès d'une source de chaleur protectrice. Ces serpents vivaient ici bien avant la formation du relief himalayen. À l'origine, leur habitat était une plaine tropicale. Mais une série de cataclysmes géologiques a bouleversé leur environnement en donnant naissance à la plus haute chaîne montagneuse de la planète. Voici 165 millions d'années, un supercontinent appelé le Gondwana s'est disloqué et le fragment correspondant à l'Inde actuelle a entamé sa lente dérive vers le nord. Puis il y a 45 millions d'années, cette plaque indienne est venue heurter de plein fouet le bloc asiatique. La formidable collision a soulevé l'ancien plancher océanique et l'a cisaillé en nappes gigantesques qui sont venues s'empiler les unes sur les autres. La chaîne himalayenne était née. Ce phénomène était d'une telle puissance
qu'il a créé non pas une, mais deux des structures géologiques les plus exceptionnelles de la planète. Le fond marin, un sol assez mou composé de sédiments, s'est retrouvé comprimé entre les deux plaques et est devenu l'Himalaya. Mais la croûte continentale asiatique était formée d'une roche bien plus dure. En la heurtant, l'Inde a provoqué l'épaississement et le soulèvement d'une gigantesque étendue de terre plate, la plus vaste et la plus haute de la planète. Le plateau tibétain couvre une superficie d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés et culmine en moyenne à 5000 mètres d'altitude. Le climat y est l'un des plus rigoureux du globe. Les régions les plus élevées sont si inhospitalières qu'aucun animal de grande taille ne peut y vivre toute l'année. Aucun, sauf le plus résistant des bovins. À l'état sauvage, le yak sillonne les hauts plateaux jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Cet animal ne supporte de telles conditions de vie que parce qu'il a acquis des capacités d'adaptation exceptionnelles. Il peut mesurer 2 mètres au garrot et peser plus d'1 tonne. Sa forte corpulence et sa longue toison épaisse limitent les pertes de chaleur. Mais en altitude, le froid glacial n'est pas le seul problème. L'air contient 2 fois moins de molécules d'oxygène qu'au niveau de la mer. Et le rayonnement ultraviolet y est 2 fois plus intense. La respiration est difficile et la brûlure du soleil est insoutenable, à moins d'avoir un organisme aussi spécialisé que celui du yak. Le yak possède 14 paires de côtes, une de plus que la plupart des autres bovins. Sa cage thoracique est donc suffisamment grande pour loger un cœur et des poumons près de 2 fois plus gros. Par ailleurs, son taux plus élevé de globules rouges améliore le transport de l'oxygène dans son sang. Ces 2 caractéristiques permettent au yak de survivre dans l'air raréfié de l'Himalaya. Sa peau épaisse bloque les rayons ultraviolets et le faible nombre de glandes sudoripares limite les pertes d'humidité et de chaleur. Mais ne pas transpirer présente un inconvénient. Lorsque la température dépasse les 20 degrés, les yaks souffrent terriblement de la chaleur. Ainsi, dès l'arrivée du printemps, ils sont forcés de prendre le chemin des régions d'altitude et de s'y établir pour plusieurs mois. Le yak sauvage est aujourd'hui le seul animal de grande taille capable d'affronter toute l'année l'un des milieux les plus inhospitaliers du globe. Pourtant, il y a des millions d'années, plusieurs géants à fourrure sillonnaient ce plateau glacé. Le dernier grand cycle glaciaire a commencé voici 2,5 millions d'années. La Terre a peu à peu refroidi et l'hémisphère nord s'est en grande partie recouvert d'une couche de glace de 2 km d'épaisseur. Dans ces nouvelles conditions climatiques, seuls sont parvenus à survivre les gigantesques mammifères à fourrure, et parmi eux, le rhinocéros laineux. Les chercheurs ont toujours pensé que cet animal était apparu dans les régions arctiques avant de se répandre en Asie et en Europe. Mais une découverte récente a bouleversé cette hypothèse. En 2011, sur le plateau tibétain, une équipe de paléontologues chinois a mis au jour un cimetière préhistorique.
Le site contenait quantité d'ossements d'animaux de grande taille, dont ceux du premier rhinocéros laineux jamais découvert au Tibet. Mais la datation du crâne fossile de rhinocéros leur réservait une surprise de taille. Il était vieux de 3 700 000 ans, preuve que ces mammifères étaient présents dans la région bien avant le début du Quaternaire. 1 million d'années avant le refroidissement de la Terre, toutes sortes d'animaux adaptés au froid extrême parcouraient déjà le plateau tibétain. Lorsque la glace a tout recouvert, ils ont pu survivre grâce à leur corpulence et à leur fourrure épaisse. Et c'est à partir de ce territoire que les rhinocéros laineux se sont répandus dans le nord de l'Asie et jusqu'en Europe. Le Tibet semble avoir été le berceau de nombreux représentants de la mégafaune du Quaternaire. Mais tous ces géants se sont éteints voici 12 000 ans. Le yak est le seul de ces animaux de haute altitude à parcourir encore les hauts plateaux. La fin de la dernière glaciation a bouleversé le paysage tibétain en libérant de vastes étendues de terre fertile. Ces prairies habitent un petit animal très surprenant. Voici le pika. Cette jolie petite boule de poils est plus robuste qu'elle n'en a l'air. Sinon, elle ne pourrait pas survivre dans un tel environnement. Ce rongeur, apparenté au lapin, est doté d'un métabolisme si élevé que chaque jour, il doit ingurgiter l'équivalent en herbe de la moitié de son poids. Comme tous les habitants du plateau tibétain, les pikas sont à la merci d'un climat rude et changeant. Mais ils ne frissonnent jamais, pas même lorsque la température chute en dessous de zéro. Chez la plupart des mammifères, le froid provoque des tremblements, c'est-à-dire de petites contractions musculaires destinées à produire de la chaleur. Les pikas, eux, ont une stratégie différente. Ils brûlent des graisses à vitesse accélérée. Et pour alimenter ce système de chauffage central très gourmand, ils avalent d'énormes quantités d'herbes. Les pikas vivent à toute allure et meurent jeunes. Ils dépassent rarement l'âge d'1 an. Néanmoins, ils mettent à profit leur bref passage sur Terre en s'accouplant continuellement. En une seule saison, chaque femelle peut engendrer jusqu'à 45 petits. La rigueur du climat n'est pas la seule menace qui pèse sur les pikas. Un dangereux prédateur rôde sur le plateau. L'ours bleu du Tibet est plus petit que ses cousins américains. Mais comme eux, il passe l'été à emmagasiner suffisamment de graisse pour survivre à l'hibernation. Pour le moment, un vieux crâne de yak fera l'affaire. À cette altitude, le moindre bout de viande, même avarié, est précieux. Cependant, cette femelle et son ourson ont surtout besoin de chair fraîche. Alors que les grizzlies pêchent le saumon, les ours bleus du Tibet fouillent les terriers à la recherche de pikas. Le petit débusque très vite un morceau de choix. Sa mère, moins chanceuse, laisse filer sa proie.
Comme tous leurs congénères, ils vont sillonner le plateau durant la saison chaude afin de constituer des réserves pour les longs mois d'hiver. L'ours bleu du Tibet est un redoutable prédateur. Et parmi les animaux du plateau, il en est un capable de parcourir des centaines de kilomètres pour le fuir. Le lac Zhuonai et ses eaux aux couleurs de jade culminent à près de 5000 mètres d'altitude. Cette région extrêmement isolée de la Chine est le théâtre d'un des événements majeurs de la vie sauvage tibétaine. La migration des antilopes du Tibet, également appelée Chiru. Chaque été, par dizaines de milliers, les Chirus traversent les hauts plateaux pour rejoindre le lac Zhuonai. Ces animaux sont parfaitement adaptés à la vie à très haute altitude. Une double épaisseur de laine, considérée comme la plus fine et la plus chaude du règne animal, les protège de l'air glacé. Les bosses de part et d'autre du museau sont de petites poches qui se remplissent d'air pour faciliter la respiration. C'est cette réserve d'oxygène qui permet aux Chirus d'atteindre les 80 km/h, une prouesse à cette altitude. Par dizaines, puis par centaines et par milliers, des antilopes venues de tout le plateau affluent vers le lac Zhuonai. Seules les femelles qui se sont accouplées effectuent cette longue migration. Et pour une seule raison, mettre bas dans un endroit reculé et sûr. La gestation dure environ 6 mois et un seul petit vient au monde. Dès leur naissance, les bébés Chirus sont armés pour affronter les rigueurs du plateau tibétain. Ils ont bien les pattes qui tremblent un peu, mais ils peuvent marcher au bout d'une quinzaine de minutes. Pour le moment, leur pire ennemi est le mauvais temps. La tempête menace, puis s'abat violemment sur le plateau. La neige fondue cède bientôt la place à la neige, et la visibilité est proche de zéro. Avec pour seule protection leur toison épaisse, les antilopes se couchent en attendant l'accalmie. Les mères et les petits qui ont survécu au blizzard passent une vingtaine de jours sur le territoire de Misba, avant de prendre le chemin du retour. Ils mettront plus d'1 mois pour parcourir les 300 km qui les séparent de leur quartier d'hiver. Désormais, seuls les charognards hantent la région du lac Zhuonai. La formation de la chaîne himalayenne et du plateau tibétain a eu des conséquences majeures sur le climat de tout le continent asiatique. En s'élevant, les montagnes ont bloqué la progression vers le nord des masses d'air humides, ce qui a conduit à l'apparition de la plus vaste étendue aride d'Asie. Le désert de Gobi.
Dans cet endroit unique au monde, il peut faire jusqu'à 50 degrés l'été et moins 40 l'hiver. L'air y est glacial ou brûlant, mais toujours très sec. Pour survivre dans de telles conditions, un animal a acquis une drôle de morphologie. L'antilope saïga est doté d'un nez extraordinaire. Une sorte de trompe courte qui adoucit l'air ou le rafraîchit selon la saison. L'intérieur est un enchevêtrement de cartilage, de poils et de vaisseaux sanguins. En hiver, l'air est réchauffé avant qu'il ne pénètre dans les poumons. En été, le même mécanisme permet de rafraîchir le sang. Bref, la trompe du saïga est un véritable régulateur thermique. Quant aux poils qui tapissent la cavité nasale, ils servent à filtrer la poussière du désert. Pourtant, malgré son adaptation remarquable, cette antilope ne peut vivre à très haute altitude toute l'année. Et dès que l'hiver approche, les troupeaux partent se réfugier dans les vallées sèches. En Chine, le désert de Gobi n'est pas le seul milieu naturel singulier issu de la formation de l'Himalaya. 2000 km plus au sud, la nature est radicalement différente, mais abrite des animaux tout aussi étonnants. Rappelez-vous le rhinopithèque de Biette. Les forêts des monts Engduan se couvrent de neige, mais il en faut plus pour déranger les seuls singes capables de vivre à une telle altitude. Les rhinopithèques de Biette sont menacés. Ils sont moins de 1500 et tous partagent le même habitat. Ces primates comptent parmi les plus rares et les plus mal connus de la planète. Mais dans les monts Engduan, ils ne sont pas les seuls à arborer un drôle de nez. À quelques vallées de là, vivent certains de leurs proches parents et ils sont encore plus étranges. Voici les rhinopithèques de Roxelane. Ces singes ne vivent pas aussi haut dans les montagnes, mais ils ont néanmoins besoin d'une épaisse fourrure pour survivre. L'hiver, ils se nourrissent d'écorce, et l'été, ils fouillent le sol à la recherche de graines et de fruits. Le mâle présente une caractéristique anatomique unique dans le monde des primates. Des excroissances verruqueuses au coin de la bouche dont on ignore encore la fonction exacte. D'après certains scientifiques, il s'agirait de glandes et elles produiraient une substance nécessaire à la communication. Comment des espèces de primates dotées toutes deux d'un nez retroussé se sont-elles développées dans la même région? Et pourquoi ne sont-elles jamais en contact? Là encore, la réponse est à trouver dans la formation de l'Himalaya et du plateau tibétain. Si les monts Engduan ne font pas partie de la chaîne himalayenne, ils sont cependant nés eux aussi de la collision des deux continents. Les forces colossales à l'origine des deux structures géologiques les plus hautes du globe sont toujours à l'œuvre. Il y a 1 million d'années, l'est du plateau tibétain a ainsi subi une nouvelle modification qui a donné naissance à une région très particulière du sud de la Chine. Comprimée entre les plaques indiennes et asiatiques, la croûte terrestre s'est soulevée, tout en subissant une torsion et en se fracturant en une série de gorges parallèles orientées nord-sud.
les monts Hengduan. Ces vallées sont tellement profondes que les animaux ne peuvent circuler de l'une à l'autre. Les biologistes qualifient d'îles célestes ces massifs isolés très propices au développement de nouvelles espèces. Parmi elles, les remarquables rhinopithèques. Voici 1 million d'années, il n'existait qu'une seule espèce de rhinopithèque. Mais la formation des monts Hengduan a conduit à sa division en différents groupes. Séparées par une barrière devenue infranchissable, ces populations ont évolué jusqu'à constituer des espèces différentes, chacune dotée de drôles d'attributs. En Chine, ces animaux magnifiques et mystérieux font l'objet de nombreuses légendes. Mais ils sont loin d'être aussi emblématiques que l'animal qui partage leur habitat. Les grands pandas remarquent à peine l'arrivée de l'hiver dans les forêts de l'ouest du Sichuan. Ces excellents grimpeurs se reposent dans la cime des arbres. Jamais très longtemps néanmoins, car il faut vite redescendre pour se nourrir. Contrairement à la plupart des ours, ils n'hibernent pas, leur régime alimentaire ne leur permettant pas de constituer assez de réserves. Eux sont obligés de se nourrir toute l'année et ils passent jusqu'à 10 heures par jour à mâchonner du bambou, juste pour en extraire de quoi survivre. Une équipe de scientifiques chinois tente de résoudre le mystère de l'addiction des pandas au bambou. Mais débusquer un animal dans le relief escarpé des monts Hengduan n'est pas facile. Autrefois, le grand panda était très répandu dans le sud de la Chine et on en trouvait jusqu'au Vietnam et au Myanmar. Mais le climat devenant plus sec, les forêts de bambou ont peu à peu disparu et son habitat s'en est trouvé considérablement restreint. Du fait de leur situation géographique exceptionnelle, les monts Hengduan reçoivent les pluies de mousson. Dans ce microclimat humide, les forêts de bambou ont survécu. Et avec elles, ces animaux étranges qu'elles nourrissent. Il ne reste que quelques 1600 grands pandas à l'état sauvage. Autant dire qu'en trouver un dans ces montagnes relève du miracle. Heureusement, ces scientifiques ont pu équiper certains animaux d'un collier émetteur. Le repérage qui s'effectue à l'aide d'une antenne radio peut prendre plusieurs heures. L'équipe trouve enfin l'animal. On leur a mis un collier pour pouvoir étudier leur comportement alimentaire. En observant ce que mangeaient les pandas et en analysant leurs excréments, les chercheurs ont fait une découverte majeure. Pour savoir comment ils extraient les éléments nutritifs, on étudie les micro-organismes intestinaux. Ils ont pu établir que le système digestif du panda contient des bactéries du genre Clostridium, qui aident à décomposer la cellulose. Cela explique, mais en partie seulement, que cet animal parvienne à survivre malgré la très faible valeur nutritive du bambou. Car même avec l'aide des clostridies, il n'est capable d'assimiler qu'une petite fraction de la nourriture qu'il ingère. Ses parents proches, comme les grizzlies et les ours bruns, mangent quasiment de tout. Alors que d'un point de vue anatomique, il est lui aussi un carnivore,
Le panda se nourrit presque exclusivement de bambou et peut mourir de faim si cette plante vient à manquer. Il semble tout simplement qu'il n'aime pas la viande. Et nous savons maintenant enfin pourquoi. En effectuant le séquençage de l'ADN du grand panda, les chercheurs ont découvert une mutation du gène Tassin R1. Ce gène permet d'apprécier ce que les Japonais appellent umami, la saveur présente dans les aliments riches en protéines comme la viande. Une mutation survenue voici 4 millions d'années a rendu ce gène inactif. C'est pourquoi le grand panda a perdu son penchant pour la chair fraîche et s'est tourné vers le bambou. Véritable fossile vivant, cet animal a trouvé refuge dans les monts Engduan et dépend presque entièrement d'un aliment qui assure tout juste sa survie. Le grand panda est la preuve que l'évolution peut parfois suivre des chemins étonnants. La formidable collision entre l'Inde et l'Asie a conduit à la formation des plus hautes montagnes de la planète et du vaste plateau tibétain. Sur le toit du monde, seules ont survécu les espèces capables de s'adapter à un environnement extrême. Évolution et mutation génétique ont engendré des animaux robustes, à l'anatomie et au comportement unique au monde.